Lors d'une nuit de mars de l'an 59 après Jésus-Christ, la baie de Naples ressemblait à un miroir immobile sous un ciel parsemé d'étoiles. L'eau était calme, trop calme, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Glissant sur cette surface silencieuse, une galère impériale avançait. Une œuvre de luxe et de puissance, bois poli, reflets dorés, marbre sculpté, soie venue de terres lointaines. Ce n'était pas qu'un bateau, c'était un message flottant. À bord voyageait Agrippine la jeune, mère de l'empereur Néron, rentrant d'un banquet offert en son honneur. Un hommage public empreint de gestes affectueux, de mots chaleureux et d'une proximité que beaucoup jugèrent excessive. Pour les observateurs ordinaires, cette scène était l'image parfaite de l'harmonie impériale. Un fils puissant honorant la femme qui lui avait donné la vie. Mais l'histoire se contente rarement des apparences. Sous ce pont élégant, la galère dissimulait un dessein qui n'était pas destiné à célébrer, mais à effacer. Cette nuit tranquille n'était pas un retour à la maison. C'était le premier acte d'une tragédie minutieusement répétée. Agrippine se reposait dans sa cabine privée, peut-être repassant mentalement le banquet, les regards, les baisers publics de son fils, les mots de « chère mère » prononcés devant témoins. Pendant des années, elle avait maîtrisé l'art de lire le pouvoir comme d'autres lisent une carte. Cependant, même les esprits les plus astucieux peuvent se tromper lorsqu'ils confondent contrôle et invulnérabilité. Ce qu'Agrippine ignorait, c'est que chaque détail du navire avait été conçu dans un but caché, un but qui transformait le luxe en menace et la sécurité en illusion. Pour comprendre comment un empereur put concevoir l'élimination de sa propre mère, il est nécessaire de remonter le temps, bien avant cette nuit sur les eaux sombres. Cette histoire ne commence pas par un plan, mais par un lien forgé dès l'enfance par l'ambition, la dépendance et une idée dangereuse, que le pouvoir justifie toute déformation de l'humain. À Rome, la pietas, le devoir sacré entre parents et enfants, était le pilier invisible de la société. Le briser n'était pas seulement un crime moral, c'était un sacrilège contre l'ordre même du monde. Et pourtant, cet ordre se fissurait silencieusement depuis des années au sein du palais impérial. La relation entre Néron et Agrippine n'était pas seulement politique, ni seulement familiale. C'était un labyrinthe psychologique où la gratitude se mêlait à la peur et l'affection à la menace. En public, elle était la mère vénérée. En privé, elle était l'ombre qui rappelait à l'empereur d'où venait son pouvoir et à quel prix. La galère avançait, propulsée par des rames obéissantes, tandis que la côte s'éloignait lentement. Chaque mètre d'eau laissé derrière était aussi une distance symbolique entre la vie qu'Agrippine connaissait et le destin qui approchait. Cette nuit-là, le silence de la mer n'annonçait pas le repos, mais une vérité inquiétante. Quand le pouvoir absolu s'installe au cœur d'une famille, même l'amour peut devenir une arme. Pour comprendre l'origine de ce lien tordu entre mère et fils, nous devons remonter 18 ans en arrière, à un hiver marqué par des présages. Le 15 décembre de l'an 37 après Jésus-Christ, naquit Lucius Domitius Aenobarbus, l'enfant que le monde connaîtrait plus tard sous le nom de Néron. Dès le premier jour, son existence fut prise au piège entre deux héritages dangereux. D'un côté, le sang d'une des dynasties les plus puissantes de Rome. De l'autre, un environnement familial où l'ambition et la violence étaient des langages quotidiens. Sa mère, Agrippine la jeune, n'était pas une femme ordinaire, même selon les standards romains. Petite-fille de Germanicus, arrière-petite-fille de l'empereur Auguste, nièce du redoutable Caligula, elle avait grandi en observant de près comment le pouvoir se prenait, se perdait et se récupérait. À Rome, la mémoire était courte, mais l'ambition devait être infinie pour survivre. Agrippine le comprit très tôt. Son mariage avec Gnaeus Domitius Aenobarbus, un homme connu pour son caractère cruel et imprévisible, fut plus une alliance stratégique qu'une union affective. Selon les chroniques, lorsque quelqu'un le félicita pour la naissance de son fils, il répondit par une phrase inquiétante. Tout descendant né de lui et d'Agrippine était destiné à devenir une calamité publique. Ce père disparut tôt. Il mourut quand le petit Néron avait à peine 3 ans, laissant Agrippine veuve et libre d'agir. À 23 ans, avec une position sociale élevée mais sans pouvoir réel, elle prit une décision qui allait définir le destin de son fils. Elle ne le verrait pas comme un enfant à protéger,
mais comme un investissement politique à long terme. Dans une Rome où les hommes gouvernaient et les femmes influençaient depuis l'ombre, Agrippine choisit de devenir l'architecte du futur impérial. L'enfant grandit entouré de tuteurs, de serviteurs et de symboles de grandeur. Mais la figure la plus constante de sa vie fut sa mère, une présence dominante qui mêlait soin et contrôle. Agrippine lui apprit très tôt que le monde était hostile, que personne ne donnait rien gratuitement, et que la survie dépendait d'anticiper les mouvements de l'ennemi. Dans ce processus, l'amour devint conditionnel. Chaque geste d'affection impliquait une leçon. Tout ce que tu es, tu me le dois. La culture romaine exaltait l'autorité paternelle et l'obéissance filiale. Mais dans la maison d'Agrippine, ces hiérarchies se déformèrent. Elle occupa tous les espaces. Mère, protectrice, stratège et plus tard, gardienne de l'accès au pouvoir. Néron apprit à associer la sécurité à l'approbation maternelle et la menace à sa désapprobation. Il ne s'agissait pas de coups ni de punitions visibles, mais de quelque chose de plus profond. La construction d'une dépendance émotionnelle. En rétrospective, de nombreux historiens ont souligné que c'est dans ces premières années que fut semée la graine d'une relation malsaine. Un enfant élevé à croire que sa valeur résidait dans l'accomplissement d'un destin imposé pourrait difficilement s'en libérer sans détruire quelque chose en chemin. Dans l'esprit d'Agrippine, ce destin était clair. Rome devait de nouveau être sous le contrôle de son sang et son fils serait l'instrument parfait. Ainsi, tandis que Néron grandissait entre promesses et attentes, Rome continuait à tourner dans sa spirale d'intrigue. Personne ne pouvait encore prévoir jusqu'où irait cette expérience maternelle. Mais l'histoire, comme la mer en cette nuit de mars, se préparait déjà à rendre avec violence tout ce qui avait été jeté dans ses profondeurs. Le mouvement suivant d'Agrippine fut aussi audacieux que révélateur de sa façon de comprendre le pouvoir. En l'an 49 après Jésus-Christ, elle réussit à épouser son propre oncle, l'empereur Claude. Pour Rome, ce n'était pas seulement un scandale moral, mais un défi direct à la tradition. Il fallut une modification spéciale de la loi, approuvée par un Sénat sous pression et craintif, pour légaliser une union que beaucoup considéraient comme contre nature. Mais Agrippine ne cherchait pas l'approbation sociale, elle cherchait l'accès. Claude était considéré par une grande partie de l'élite romaine comme un souverain faible, plus érudit que politique, facilement influençable par son entourage. Agrippine sut lire cette faiblesse avec une précision chirurgicale. En s'installant au palais impérial, elle n'arriva pas comme une simple épouse, mais comme une stratège. Avec elle, elle amena son fils, Néron, alors âgé de 11 ans, l'introduisant au cœur même du pouvoir. À partir de ce moment, chaque geste, chaque cérémonie et chaque alliance eut un objectif clair: déplacer Britannicus, le fils biologique de Claude, et faire de Néron l'héritier. Rome était une ville régie par les symboles. Le lignage importait autant que la force, et la proximité avec l'empereur était une monnaie inestimable. Agrippine maîtrisa ce langage symbolique. Elle réussit à faire adopter officiellement Néron par Claude, un acte qui transforma l'enfant en héritier légitime. Elle s'assura également de l'entourer de figures clés, le philosophe Sénèque comme tuteur et Burrus comme commandant de la garde prétorienne. Les deux semblaient des choix prudents, mais faisaient en réalité partie d'un réseau plus vaste conçu par Agrippine. Dans cette période, les sources antiques commencent à décrire une relation mère-fils qui suscitait un malaise même chez les Romains, habitués aux intrigues familiales. Les chroniqueurs parlent d'une proximité constante, de gestes qui estompaient les limites attendues. Il est important de lire ces récits avec prudence, conscient que de nombreux historiens écrivirent avec des préjugés politiques et moraux. Cependant, au-delà des accusations concrètes, ce qui émerge avec clarté est une dynamique de contrôle absolu. Agrippine ne guidait pas seulement son fils, elle l'enveloppait. Tandis que Claude vieillissait, l'influence d'Agrippine grandissait. Elle participait indirectement aux décisions d'État, recevait des ambassadeurs et dictait l'agenda politique depuis l'ombre. En public, elle maintenait l'image d'une épouse fidèle et d'une mère dévouée. En privé, elle consolidait un réseau de loyauté qui ne répondait peut-être pas à l'empereur régnant, mais à l'avenir qu'elle avait conçu. Néron apprenait en observant, absorbant l'idée que le pouvoir ne s'exerçait pas seulement depuis le trône, mais depuis les couloirs, les regards et les silences. L'équilibre était fragile. Britannicus restait une menace potentielle, un rappel constant que le sang ne suffit pas toujours à assurer le pouvoir. Agrippine le savait et agissait avec l'urgence de celui qui sent que le temps joue contre lui.
Chaque jour où Claude vivait était un jour de risque supplémentaire. Chaque doute de l'empereur, une opportunité pour d'autres. Ainsi, le palais devint une scène où la maternité et l'ambition se confondaient dangereusement. Néron grandissait en croyant que son destin était écrit, que son ascension était inévitable et qu'il devait la gratitude à une seule personne. Dans cet environnement, la loyauté filiale cessa d'être une valeur morale pour se transformer en une obligation politique. Et quand la politique entre dans le sang, elle exige souvent un prix que personne n'est prêt à payer. Le 13 octobre de l'an 54 après Jésus-Christ, l'équilibre soigneusement construit se rompit. L'empereur Claude mourut subitement après un dîner apparemment ordinaire. La version officielle parla d'un malheur domestique, mais dans les couloirs du pouvoir, personne ne douta que cette mort avait été la dernière étape d'un plan longuement préparé. Rome était habituée aux changements brusques, mais cette fois le silence qui suivit fut différent, plus dense, comme si la ville comprenait que quelque chose de fondamental venait d'être altéré. Néron avait à peine 16 ans lorsqu'il fut proclamé empereur. Trop jeune pour gouverner seul, trop visible pour rester en arrière-plan. Dans les premiers mois, l'Empire sembla respirer avec soulagement. Sous la houlette de Sénèque et de Burrus, le nouveau prince fit preuve de modération, écouta les conseils et évita les décisions impulsives. Les historiens appelleraient non plus tard cette période le quinquennat de Néron, une étape rappelée comme étonnamment stable. Mais cette stabilité avait un prix caché. Agrippine ne se retira pas après avoir placé son fils sur le trône. Au contraire, elle s'installa plus près que jamais du centre du pouvoir. Ses appartements furent disposés à côté de ceux du jeune empereur, une proximité qui n'était pas fortuite. Elle entrait et sortait sans préavis, à toute heure, comme si le palais restait une extension de sa propre volonté. Au conseil impérial, elle écoutait les discussions assises derrière un rideau, invisible mais présente, une métaphore parfaite de sa façon de gouverner. Durant ces mois, de nombreux documents officiels portèrent, de facto, son empreinte. Les ambassadeurs étrangers s'adressaient à elle avec la même déférence qu'à l'empereur. Les décisions importantes passaient d'abord par son approbation. Néron, bien que portant la couronne, continuait à vivre sous une tutelle qui n'était plus éducative, mais politique et émotionnelle. Chaque geste d'indépendance était accueilli par des rappels subtils de qui lui avait construit le chemin jusqu'ici. Dans la culture romaine, le pouvoir partagé était toujours instable. Un empereur ne pouvait tolérer l'existence d'une figure parallèle qui revendiquerait l'autorité. Mais Néron n'était pas encore prêt à rompre. Il avait grandi en apprenant que sa force dépendait d'Agrippine, que sans elle, il serait vulnérable. Cet apprentissage, conçu pour le protéger, commençait à l'étouffer. Les chroniqueurs décrivent comment la mère utilisait la mémoire comme outil de contrôle. Elle lui rappelait constamment qu'elle avait défié des lois, manipulé des alliances et affronté des ennemis pour le voir sur le trône. Implicitement, elle lui rappelait aussi qu'elle pouvait défaire ce qu'elle avait créé. Dans ce jeu psychologique, l'affection devenait monnaie d'échange et la gratitude, une chaîne. Cependant, quelque chose commença à changer. À mesure que Néron grandissait, son besoin de s'affirmer en tant qu'individu, pas seulement en tant qu'héritier, grandissait aussi. Le palais, qui auparavant semblait un refuge, commença à ressembler à une scène surveillée. Chaque regard d'Agrippine était une évaluation, chaque conversation, une épreuve. Le jeune empereur commença à percevoir son autorité comme incomplète, empruntée. Rome, pendant ce temps, observait sans intervenir. Le Sénat acceptait l'influence d'Agrippine parce qu'elle garantissait la continuité. Le peuple voyait en elle la mère de l'empereur, une figure quasi sacrée. Mais sous cette image publique, une tension se développait qui ne pouvait être résolue par des cérémonies ou des discours. Mère et fils occupaient le même espace de pouvoir. Et à Rome, deux volontés sur un même trône menaient toujours au conflit. Ce conflit n'avait pas encore éclaté, mais il était déjà inévitable. Comme une fissure dans un marbre poli, à peine visible au début, il progressait lentement. Et quand il finirait par s'ouvrir, il ne diviserait pas seulement une famille, mais laisserait une marque indélébile dans l'histoire de l'Empire. La rupture commença d'une manière qui, en apparence, semblait triviale. Néron, déjà âgé de 17 ans, commença à montrer de l'intérêt pour une jeune femme nommée Acte, une affranchie d'origine modeste. Pour tout autre empereur, cela aurait été un épisode mineur, une distraction juvénile sans conséquences politiques.
Mais dans l'univers émotionnel construit par Agrippine, ce geste signifiait une menace directe. Ce n'était pas seulement la crainte d'une mère de voir son fils s'éloigner, mais la panique de celle qui perçoit qu'elle perd le contrôle sur la seule source de son pouvoir. Les sources antiques décrivent la réaction d'Agrippine avec un ton qui révèle plus que de simple jalousie. Sa fureur ne s'exprima pas comme un reproche maternel, mais comme l'indignation de quelqu'un de déplacé. Elle discrédita publiquement Acte, soulignant sa condition sociale, comme si elle tentait de rappeler à Rome qu'elle, Agrippine, restait la figure centrale dans la vie de l'empereur. En privé, ses mots furent plus durs. Elle menaça d'exposer des secrets qui pouvaient détruire l'image de Néron et saper la légitimité de son gouvernement. Pour le jeune empereur, ce fut la première fois qu'il comprit l'étendue réelle de la prison dans laquelle il vivait. La femme qu'il avait portée au trône possédait aussi les clés de sa ruine. À ce moment, la relation cessa d'être ambiguë et devint ouvertement dangereuse. Néron commença à parler à Sénèque et à Burrus de sa mère, en des termes qui révélaient épuisement et peur. Il disait qu'il ne pouvait plus respirer sous son ombre, que chaque pas était surveillé, chaque décision conditionnée. Sénèque et Burrus, hommes d'État avant d'être moralistes, virent dans cette crise une opportunité. S'ils voulaient préserver la stabilité de l'Empire, l'influence d'Agrippine devait être réduite. Avec prudence, ils commencèrent à l'écarter des affaires politiques, à limiter son accès aux réunions et à renforcer l'autorité publique de Néron. L'empereur, pour la première fois, sentit le soutien de figures qui ne répondaient pas à sa mère. Agrippine perçut ce changement avec clarté, et comme elle l'avait toujours fait, elle répondit en augmentant les enjeux. Elle commença à montrer une proximité calculée avec Britannicus, le fils biologique de Claude, alors adolescent. Lors de banquets et d'actes publics, elle s'asseyait à ses côtés, parlait de son lignage et le présentait comme l'héritier légitime que Rome avait oublié. Le message était sans équivoque. Si Néron se rebellait, elle avait un substitut. Ce mouvement transforma le conflit familial en une lutte existentielle. Pour Néron, il ne s'agissait plus seulement d'indépendance émotionnelle, mais de survie politique. La menace n'était pas abstraite. À Rome, les héritiers tombaient trop facilement, et l'histoire était pleine de princes déplacés par des intrigues de palais. Agrippine avait créé l'empereur, mais elle était aussi prête à le détruire si cela garantissait sa propre pertinence. À ce point, quelque chose se brisa définitivement dans l'esprit de Néron. Il comprit qu'il ne pouvait pas partager le pouvoir avec celle qui le voyait comme un instrument remplaçable. La gratitude se transforma en ressentiment et la peur en détermination. Le lien qui avait défini sa vie depuis l'enfance devint un obstacle insurmontable. Ainsi, sans déclaration publique ni affrontements ouverts, mère et fils franchirent une ligne invisible. À partir de ce moment, chaque geste serait interprété comme une attaque, chaque silence comme une conspiration. Rome continuait à célébrer banquets et défilés, ignorante du fait qu'au cœur de l'Empire, une décision se tramait qui allait tout changer. La réponse de Néron n'arriva pas enveloppée de discours ou d'avertissements. Elle arriva comme arrivent les décisions irréversibles, en silence, déguisées en normalité. Le nom de Britannicus continuait de flotter dans l'air comme une ombre gênante, un rappel constant que le trône pouvait être remis en question. Pour Agrippine, il était une ressource. Pour Néron, un miroir qui reflétait sa propre fragilité. Tandis que Rome suivait sa routine de cérémonies et de festivités, à l'intérieur du palais, une détermination fut prise qui n'admettait plus de retour en arrière. Lors d'un banquet impérial célébré au début de l'an 55, la tension était perceptible bien que personne ne la nomme. Les invités riaient, buvaient, échangeaient des compliments. Britannicus était là, jeune, ne comprenant pas encore pleinement le danger que représentait son existence. Néron, recliné en tant qu'hôte, observait sans montrer d'émotion. Lorsque le jeune homme s'effondra soudainement, un murmure parcourut la salle comme une vague contenue. L'empereur ne se leva pas. D'une voix tranquille, il expliqua qu'il s'agissait d'une affection connue, quelque chose qui ne devait alarmer personne. Le banquet continua. Pour les présents, cet instant fut marqué par une sensation difficile à décrire. Personne n'avait vu quoi que ce soit d'indécent. Personne ne pouvait pointer une culpabilité concrète. Mais tous comprirent qu'ils avaient été témoins d'un point de rupture. Britannicus fut discrètement emporté, et avec lui disparut la dernière alternative visible au règne de Néron. Rome apprenait, une fois de plus,
que le pouvoir ne s'affirmait pas toujours par des proclamations, mais par des faits que personne n'osait nommer. Agrippine, qui avait assisté à la scène, comprit le message avec une clarté brutale. Le fils qu'elle avait modelé n'hésitait plus. Il avait démontré qu'il était prêt à franchir des limites qu'elle-même avait considérées comme intouchables. À ce moment, elle comprit quelque chose d'essentiel. Si Néron pouvait éliminer un rival pour protéger sa position, il pouvait aussi se retourner contre elle. La relation qui pendant des années avait fonctionné comme un pacte tacite se transforma en une menace mutuelle. À partir de ce moment, mère et fils entrèrent dans une phase de méfiance permanente. Chaque rencontre était chargée de double sens, chaque mot soigneusement mesuré. Agrippine alternait des gestes de réconciliation apparente avec des avertissements voilés. Néron répondait avec froideur, renforçant son cercle de confiance et l'éloignant progressivement du centre des décisions. Le palais, qui avait été un espace partagé, commença à se diviser en territoires invisibles. Cet affrontement n'était pas seulement personnel. Il reflétait une tension plus large dans la politique romaine, le choc entre l'autorité héritée et l'autorité exercée. Agrippine représentait le passé qui avait rendu le présent possible. Néron incarnait un futur qui n'avait plus besoin d'intermédiaires. Dans cette lutte, il n'y avait pas de place pour des compromis durables. Au fil des mois, le conflit devint plus dangereux. Agrippine en savait trop. Elle connaissait les origines du pouvoir de son fils, les silences qui soutenaient sa légitimité. Mais utiliser cette connaissance impliquait de se détruire elle-même. Elle était piégée dans un dilemme sans issue, soutenue uniquement par l'espoir que Néron se souviendrait encore de ce qu'il lui devait. Néron, de son côté, arriva à une conclusion différente. Tant que sa mère vivrait, il ne serait jamais vraiment libre. Le geste de ce banquet avait scellé sa décision intérieure. Il ne s'agissait plus d'affirmer son autorité, mais de rompre définitivement le lien qui la conditionnait. Et quand un empereur romain décide que quelque chose doit disparaître, l'histoire offre rarement de seconde chance. L'an 59 après Jésus-Christ marqua le point de rupture définitif. Néron avait 21 ans et, pour la première fois, sa vie personnelle commença à rivaliser ouvertement avec l'ombre de sa mère. Dans son entourage apparut Poppée Sabina, une femme mariée, intelligente et ambitieuse, dont l'influence grandissait rapidement. Ce n'était pas seulement sa beauté qui attirait l'empereur, mais le reflet qu'elle lui renvoyait. La promesse d'une vie où il ne serait pas éternellement défini par Agrippine. Pour Poppée, le message était clair dès le début. Tant que la mère vivrait et conserverait son autorité, l'empereur resterait, à ses yeux, un homme incomplet. La situation politique compliquait encore plus le tableau. Néron était marié à Octavie, fille de Claude, un mariage qui garantissait sa légitimité auprès du Sénat et du peuple. Agrippine défendait cette union avec détermination, non par affection, mais parce qu'elle soutenait l'architecture du pouvoir qu'elle-même avait construite. Poppée, en revanche, représentait une menace directe à cet équilibre. Chaque geste de sa part, chaque mot murmuré à l'empereur, remettait en question la dépendance maternelle et la présentait comme une humiliation. Les sources antiques racontent comment Poppée provoquait Néron, lui rappelant qu'il continuait d'agir comme un enfant surveillé, incapable de prendre des décisions sans l'approbation de sa mère. Dans un monde où la virilité politique se mesurait à l'autonomie, ces insinuations faisaient mouche. Néron commença à percevoir la présence d'Agrippine non seulement comme un obstacle, mais comme une négation publique de son autorité. Agrippine, consciente que son influence s'effondrait, réagit avec la même stratégie qu'elle avait utilisée pendant des décennies, la menace. Lors de dîners et de rencontres privées, elle laissa tomber des insinuations sur des vérités dérangeantes, sur des épisodes qui n'avaient jamais été entièrement expliqués. Son pouvoir ne résidait plus dans le commandement, mais dans le rappel. Rappeler d'où venait le trône, quel silence le soutenait et à quel point la version officielle des faits pouvait être fragile. Mais cette ressource avait une limite fatale. Agrippine était piégée dans un paradoxe sans issue. Trop révéler signifiait entraîner son propre fils, et avec lui, l'empire tout entier. Se taire, en revanche, la condamnait à une insignifiance progressive. Néron comprit ce dilemme avec clarté. Contrairement à sa mère, il avait moins à perdre. Le système était conçu pour protéger l'empereur, pas celui qu'il avait créé. Dans ce contexte, l'idée d'une solution définitive commença à prendre forme.
non comme un emportement, mais comme une conclusion logique. Pour Néron, la liberté ne pouvait coexister avec l'existence d'Agrippine. Tant qu'elle vivrait, son passé continuerait de lui souffler dans la nuque. L'affection, si elle a jamais existé de manière authentique, avait été érodée par des années de manipulation, de dépendance et de peur. Ainsi, le conflit cessa d'être une dispute familiale pour devenir une question de survie politique. Néron ne cherchait plus à s'imposer dans une discussion, mais à éliminer la source même de son insécurité. L'histoire romaine était pleine d'ennemis vaincus sur le champ de bataille, mais celui-ci serait différent. Il n'y aurait ni proclamation, ni jugement public. La solution devait ressembler à autre chose, quelque chose qui ne pourrait pas être pointé du doigt. En silence, loin de Rome, commença à se tramer un plan qui allait transformer une nuit festive en un point de non-retour. La mère, témoin indifférent de tant de secrets impériaux, jouerait à nouveau son rôle. Et Agrippine, la femme qui avait vécu en manipulant les fils du pouvoir, était sur le point d'affronter une réalité que ni son intelligence ni son expérience ne pouvaient plus contrôler. La solution que Néron accepta ne devait laisser aucune trace visible. Après ce qui s'était passé avec Britannicus, tout dénouement trop évident aurait éveillé des soupçons difficiles à taire. L'objectif n'était pas seulement d'éliminer Agrippine, mais de le faire d'une manière qui puisse être expliquée comme un caprice du destin. C'est dans ce calcul froid qu'apparut Anicetus, affranchi de confiance et responsable de la flotte impériale à Misène. Ce fut lui qui proposa une idée aussi ingénieuse qu'inquiétante. Un accident parfait, une œuvre d'ingénierie conçue pour échouer au moment précis. Durant les semaines précédant le festival de Minerve, des artisans travaillèrent en secret sur une galère destinée à ressembler à un cadeau de réconciliation. Son apparence était impeccable, presque ostentatoire. Sous cette surface, cependant, se cachait un dessein traître. Tout était conçu pour que l'événement semble fortuit, inévitable, impossible à attribuer à une volonté concrète. À Rome, le hasard était un alibi puissant. Néron invita sa mère à Baïe avec une démonstration d'affection soigneusement exagérée. En public, il la traita avec honneur, s'assit à ses côtés, lui tint la main, l'appela « mère » devant témoins. Pour quiconque observait la scène, cette réconciliation semblait authentique. Agrippine, malgré ses doutes, ne pouvait la refuser sans admettre ouvertement la rupture. Elle accepta le geste, peut-être croyant qu'il existait encore un espace pour la négociation. La nuit du retour, Néron insista pour que sa mère utilise la nouvelle galère impériale. Il l'accompagna jusqu'à l'embarcadère, l'embrassa avec une proximité que beaucoup se rappelleraient plus tard, et la vit partir sous la lumière de la lune. Cet instant resta suspendu dans la mémoire comme un adieu sans mots. La mer était calme, trop calme, comme si la nature elle-même collaborait à la supercherie. À mi-parcours, lorsque la côte n'était plus qu'une ligne lointaine, le navire révéla sa véritable fonction. Ce qui suivit ne fut pas un acte de fureur visible, mais une succession de défaillances calculées. Dans la confusion, Agrippine comprit quelque chose d'essentiel. Ce n'était pas un accident. La femme qui avait survécu des décennies dans la politique romaine reconnut le schéma instantanément. Elle ne cria pas. Elle ne réclama pas son identité. Elle choisit le silence comme seule possibilité de survie. Contre toute prévision, elle réussit à atteindre le rivage avec l'aide de pêcheurs qui ne reconnurent pas immédiatement la femme qu'ils secouraient. Blessée et épuisée, elle fut conduite à sa villa. Là, loin du luxe et de la surveillance du palais, elle envoya un message soigneusement rédigé à son fils. Il ne parlait ni de trahison ni de complot. Elle remerciait les dieux d'avoir survécu à un malheur et demandait du repos. Ce message était plus qu'une courtoisie. C'était un signal. Agrippine disait à Néron qu'elle connaissait la vérité, mais elle lui offrait une porte de sortie. Feindre l'accident, reculer, clore le chapitre sans plus de sang. Dans ce geste se concentrait toute son expérience politique. Elle savait que le pouvoir, parfois, se maintient mieux par des silences partagés que par des victoires complètes. Mais en apprenant sa survie, l'effet sur Néron fut inverse. L'empereur ne ressentit pas de soulagement, mais de la panique. L'ombre qu'il croyait avoir dissipée était toujours vivante. Et à Rome, les secondes chances sont rarement accordées.
La nuit n'était pas terminée, le plan non plus. L'arrivée du message d'Agrippine déclencha la panique chez Néron. Loin d'interpréter ces mots comme une invitation au retrait, il les comprit comme un avertissement. Sa mère était vivante, consciente et, surtout, lucide. Tant qu'elle respirerait, le passé resterait une menace latente. Néron convoqua immédiatement Sénèque et Burrus. En privé, il confessa ses craintes. Il imaginait Agrippine déplaçant les loyautés, réveillant de vieux soutiens, exposant des vérités que l'Empire ne pouvait maintenir qu'à force de silence. Pour lui, ce n'était plus un conflit familial, mais une question de survie. Burrus fut clair sur un point décisif. La garde prétorienne n'accepterait pas d'agir contre la mère de l'empereur. Le poids symbolique de la pietas restait trop fort. S'il fallait clore le cercle, ce devait être celui qui était déjà impliqué, Anicetus. Avant l'aube du 20 mars, un petit groupe se dirigea vers la villa d'Agrippine à Bolie. Il n'y eut ni cérémonie ni accusation formelle. Seulement la certitude que le temps des ambiguïtés était révolu. Les sources antiques rapportent qu'Agrippine comprit la situation à l'instant même où elle vit les hommes entrer dans sa chambre. Elle ne supplia pas, elle n'essaya pas de négocier. Sa réaction finale, transmise comme un écho à travers les siècles, fut un geste chargé de symbolisme. Elle montra l'origine de la vie qu'elle avait donnée à l'empereur. Au-delà de la littéralité, ces mots étaient à la fois une accusation et une confession. Le lien qu'elle avait créé, nourri et manipulé se refermait de la manière la plus tragique possible. La mort d'Agrippine fut rapide et sans honneur. Son corps fut réduit en cendres cette même nuit, sans rituel public, sans deuil officiel. Le message était sans équivoque. Il fallait faire disparaître non seulement la femme, mais son souvenir en tant que figure de pouvoir. La version diffusée parla d'une conspiration déjouée et d'une fin auto-imposée. Peu crurent à cette histoire. Personne n'osa la contredire. Rome réagit avec un mélange de soulagement et d'horreur silencieuse. Beaucoup craignaient Agrippine pour son ambition et son influence, mais l'acte d'éliminer une mère brisait un tabou profond. Le Sénat, sous pression, remercia les dieux pour la salvation de l'empereur. Sénèque rédigea l'explication officielle, omettant soigneusement tout détail gênant. Des années plus tard, il admettrait son remords d'avoir participé à cette mascarade. Néron, bien que victorieux en apparence, ne trouva pas la paix. Les chroniques racontent qu'il fut tourmenté par des visions, qu'il évitait les lieux associés à son enfance et qu'il chercha un soulagement dans des rituels destinés à apaiser les ombres. Le pouvoir absolu avait gagné, mais le coup fut une fissure irréversible dans son esprit et dans son gouvernement. À partir de ce moment, son règne devint plus erratique, plus cruel, comme si l'élimination de la figure qu'il avait modelée avait déclenché quelque chose d'impossible à contenir. Des décennies plus tard, les historiens débattraient des excès des sources, des possibles exagérations et des motivations politiques derrière chaque récit. Cependant, même en dépouillant l'histoire de ses éléments les plus sensationnels, une vérité inquiétante demeure. Agrippine utilisa son fils comme instrument de pouvoir dès l'enfance. Néron, en tentant de se libérer de cet héritage, choisit le chemin que Rome considérait comme le plus impur. Dans ce croisement entre ambition et dépendance, personne ne sortit indemne. L'histoire de Néron et Agrippine n'est pas seulement celle d'un empereur et de sa mère. C'est un avertissement qui traverse les siècles. Quand le pouvoir envahit les liens les plus intimes, transforme l'amour en contrôle et la loyauté en peur, la fin offre rarement la rédemption. Elle ne laisse que silence, version officielle et une question inconfortable qui résonne encore. Que reste-t-il de l'humain quand l'autorité absolue s'impose même sur le sang ?